le 19h30. Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. 130 000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles vont dès cette semaine répondre aux questions d'examen du CEB, du CE1D et du CESS. Des questions préparées dans le plus grand secret. Et c'est exceptionnel, nous irons à la rencontre de ceux qui les rédigent. Un doudou de tous les records à Mons aujourd'hui. Saint-Georges a terrassé le dragon devant une foule survoltée. On n'a jamais vu autant de monde lors d'une Ducasse. Et la fête n'est pas finie. Sophie Mergen nous y attend. En France, par contre, ce n'est pas l'effervescence aujourd'hui pour aller voter. L'abstention s'annonce record pour le premier tour des élections législatives. Selon les premières estimations, plus de la moitié des Français n'ont pas été votés. Les explications directes avec Adeline Percept. Les collectionneurs de voitures doivent-ils s'inquiéter de l'avenir avec la fin de la vente des voitures thermiques voulues pour 2035 ? On se penche sur la question dans ce journal. Il est chouette. Je l'aime bien, il est gentil. Gilles qui rend un bel hommage à son papa pour la fête des pères. De nombreux papas ont été gâtés de mots doux, de cadeaux ou bien simplement d'un sourire aujourd'hui. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Chez vous, c'est peut-être le gros stress en cette période d'examen. La semaine sera décisive pour les 6e primaires, 2e secondaire et réto. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui rédigeait les questions de ces examens ? Eh bien, c'est extrêmement rare. On vous propose de rencontrer 2 de ces personnes. Alors, comment travaillent-elles ? C'est un reportage de Guy Tallin, Isabelle Husson et Tidiane Mkwash. C'est une porte qu'on ne pousse que très rarement. Voici le groupe de travail qui planche sur les épreuves du CEB, le certificat d'études de base. Autour de la table, des enseignants, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques de partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'on peut tout de suite passer la parole à nos collègues de mathématiques. Alors nous avons une première question et donc vous avez probablement des commentaires à nous formuler. Cette question me semble assez complexe. Elle est très intéressante au niveau de l'apprentissage en classe, mais lors d'une évaluation, elle l'est peut-être beaucoup moins. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Ça risque de poser problème au niveau des corrections. Oui, ok. Que décide-t-on ? Je pense qu'au vu de la discussion, on serait plutôt dans l'idée de proposer de la supprimer. C'est parce que cette question de maths a été rejetée que nous avons pu la filmer. À part ceci, vous ne verrez rien d'autre car tout est classé confidentiel. Ce sont déjà les CEB de 2023 et 2024 qui sont en préparation. Chaque semaine, ce groupe de travail se réunit et rien n'est laissé au hasard. Questionner les enfants, chaque mot, chaque libellé est vraiment très important. La qualité du document présenté à l'enfant est aussi très importante. Il faut vraiment que la question soit claire, que le document soit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ça ne mette pas les enfants dans une certaine difficulté qui ne devrait pas avoir lieu. Ces acteurs de l'école imaginent aussi les épreuves bis, des examens de secours en cas de pépin technique ou de fuite. Ce groupe de travail veille surtout à ce que les épreuves soient d'année en année du même acabit. Elles ont d'abord pour but de mettre tous les élèves de 6e année dans les mêmes conditions pour obtenir le certificat d'études de base. Elles répondent à 3 conditions. La première condition, c'est d'évaluer les attendus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce que l'on appelle les socles de compétences. Et l'expertise des inspecteurs, elle se situe particulièrement là. Une autre condition est de produire des questions qui ressemblent à ce qu'on fait dans les classes. La troisième condition est d'avoir un niveau de difficulté équivalent d'une année à l'autre. Si les épreuves sont imaginées avec 2 ans d'avance, cette année, le CEB, le CE1D et le CESS ont été passés en revue pour tenir compte des retards d'apprentissage liés au Covid. Des mesures spécifiques seront encore d'application. La première mesure, c'est vraiment que les épreuves correspondent aux essentiels qui ont été communiqués en février dans les écoles. La deuxième mesure, c'est d'avoir communiqué des informations complémentaires par rapport aux épreuves, aux enseignants, pour qu'ils puissent bien préparer les élèves aux épreuves, de type, par exemple, des thématiques qui seront abordées dans le CE1D de langue. En cas d'échec, un score indicatif pourra être calculé par les enseignants en retirant les questions liées à des matières non vues en classe, un élément dont le conseil de classe pourra tenir compte. En ce mois de juin, près de 130 000 élèves s'apprêtent à passer une des épreuves externes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elbiet est morte et une vlaco pour 1 an. Saint-Georges a eu raison du dragon à Mons. Enfin, après 2 éditions du Doudou annulées, un doudou tout en émotion pour les Montois, mais aussi pour les acteurs, les chinchins, les diables, les hommes blancs, mais aussi les hommes de feuilles qui ont participé au combat. Reportage de Denis Silva Poveda, Cosimo Franze et Arnaud Montero avec les images de la télévision de Mons-Borinage. Saint-Georges terrasse enfin le dragon. 2 ans que les Montoises et les Montois attendaient ça. Le cri de joie à la fin du combat sonne comme une délivrance. Au cœur de l'action, Pierre Olivier est comme un peu sonné. C'était son dernier combat, un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un peu triste aussi de ne plus le faire, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une magnifique relève qui est derrière. Et de toute façon, quand on a passé autant d'années à le faire et avoir su autant de moments magiques avec le public, des moments d'échange, des moments de complicité, c'est extraordinaire. Son costume d'homme de feuille est en lambeaux. Plus tôt le matin, il le portait fièrement, conscient de jouer un rôle important. Nous, la fonction, c'est de protéger le crin. Donc on va essayer d'aller parce que c'est jamais évident, d'aller rechercher la queue du dragon quand elle est lancée dans le public. À la corde, ça se bouscule, ça transpire, parfois ça se déchire, mais le trophée à la fin est à la hauteur de l'effort. C'est compliqué cette année, c'est vraiment intense. Mais moi je suis une chamboulette et un adopté. Et ça, c'est le Saint Graal de chaque année. C'est vraiment bien, on est vraiment heureux d'être venus. Vous comptez faire quoi avec ce train ? Le partage à la famille, partager à tout le monde et partager à la famille. Vous en voulez un ? C'est de la chance pour une année. Autre moment de fraternité, une ville entière qui pousse comme un seul homme le quart d'or en haut de la rampe Sainte-Vaudreux. C'est vraiment un moment encore plus intense parce qu'il y a 2 ans, on va dire c'était un petit peu un rituel, comme chaque année on va au doudou. Mais là, ça fait 2 ans, c'était vraiment l'excitation pendant 3 jours de se dire allez on y retourne, c'est enfin le moment. C'est l'ambiance, c'est le côté chaleureux, la communauté, les gens ne sont pas agressifs, ils sont vraiment participatifs. Une ambiance bon enfant et une grande place noire de monde. Après 2 ans de pandémie, le doudou a touché à nouveau le public en plein cœur. Et justement, Sophie Mergen, vous êtes en direct de la Grand Place de Mons, où le combat est fini depuis bien longtemps. Par contre, la fête est loin d'être terminée. Sophie, est-ce qu'on peut dire que cette année, la Ducasse explose tous les records ? Oui, c'est du jamais vu. Le bourgmestre nous a confirmé que jamais un doudou n'avait atteint de tels scores de fréquentation, que ce soit pour les moments plus rituels ou pour la partie plus festive. Rien que pour le combat tout à l'heure, 30 000 personnes étaient agglutinées sur cette grande place, plus encore des dizaines de milliers de personnes dans les rues alentours. Au total, on devait être autour de 60 000 70 000 personnes dans les rues de Mons, selon les premières estimations des autorités locales. Au niveau de la sécurité, le bilan est très positif aussi du côté de la police, puisqu'aucune arrestation n'a été déplorée suite au combat. Et puis vous le voyez, la fête n'est pas finie, il y a encore beaucoup de monde ici dans le centre de Mons. Pas étonnant puisque la Ducasse en fait se poursuit encore plusieurs jours. Elle se terminera mardi prochain avec le traditionnel feu d'artifice. Au total, on estime que 200 à 300 000 personnes auront participé à cette Ducasse sur la totalité de la durée de l'événement. Et on a l'impression que les Montois avaient encore plus envie de faire la fête et de faire revivre leur folklore après ces 2 ans d'annulation. Merci Sophie de nous avoir fait vivre cette ambiance du doudou à Mons. Un peu plus au sud, à Séville et Cordoue, dans le sud de l'Espagne, le thermomètre atteint les 40 degrés. Vous le voyez, les gens essaient de se rafraîchir un peu comme ils le peuvent. C'est une vague de chaleur sans précédent à cette période de l'année depuis au moins 20 ans. Et les températures vont encore grimper dans certaines villes. Un énorme nuage d'air chaud est remonté d'Afrique du Nord et devrait durer encore quelques jours. À suivre dans ce journal, des vins à moins de 5 €. On en trouve beaucoup dans les supermarchés, mais la qualité est-elle au rendez-vous ? Eh bien, on le verra. On s'arrêtera aussi sur les organoïdes. Ces mini-organes permettent de faire avancer la médecine et bientôt ils pourraient aider à lutter contre certains cancers. Elle fait 2,55 m et dégage une odeur de viande avariée. L'arôme titan, une fleur rare du jardin botanique de Meyze, est en floraison. Un spectacle éphémère qui n'a lieu qu'1 an sur 2.
Un poème, un cadeau, simplement un gros bisou. Des papas aux 4 coins du pays ont été gâtés aujourd'hui. C'est la fête des pères. On souhaite donc une belle fête aux papas. Et ils sont nombreux et chacun ont leur particularité. Mais ils sont surtout plus beaux encore aux yeux de leurs enfants. Nous allons le voir dans ce reportage de Michel Téchy et Philippe Jacquemot. C'était sortie en famille aujourd'hui et journée avec papa. Il est grand, gentil, il aime bien rigoler avec moi. Il est super chouette, il est hyper gentil, il est courageux, il est fort. Quelqu'un que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Aussi, il est beau et aussi nous emmène dans des bels endroits. Et aussi, il fait tout bien. Tout bien? Pas sûr. Ils ont quand même leurs petits défauts. Des fois, un peu un mauvais caractère, mais ça fait partie de lui, donc on l'aime comme ça. Il est bavard, énormément bavard. La gymnastique, fait un peu moins bien. Et voilà. La cuisine? Non, il fait bien la cuisine. Et ce qu'ils font aussi, d'une manière ou d'une autre, c'est de transmettre du savoir. Il m'a appris à parler, à compter jusqu'à 100 et à marcher. À me débrouiller tout seul, à être autonome, à rien perdre. Il m'a appris certains instruments comme le piano et c'est lui qui m'a transmis la passion de la musique. Des mots simples, tendres, qui n'ont pas laissé indifférent. J'ai pas souvent des compliments, au moins c'est un jour par an où j'ai des super beaux compliments, donc voilà, c'est super. C'est émouvant, on est très touchés. Des papas qui ont manifestement beaucoup de facettes. Les organoïdes, les mini-organes, sont-ils l'avenir de la médecine? On se pose tout de suite la question, il est à présent l'heure de jeter un œil sur demain. Et les scientifiques n'aiment pas trop le terme de mini-organe. Pour eux, c'est plutôt une construction de cellules qui ressemblent à un organe. Et ils sont bien utiles aujourd'hui dans nos laboratoires de recherche. Ils permettent d'étudier la formation de nos organes ou encore de mieux comprendre certaines maladies génétiques. C'est ce que nous allons voir avec Raphaël Albardi, Michael Dance et Lucie Dendoven. L'organoïde, un nom qui intrigue. Alors pour savoir à quoi ça ressemble, nous nous sommes glissés dans un laboratoire de neurosciences. Cette boîte de pétri contient 2 organoïdes. Pas impressionnant à première vue, mais au microscope, c'est une autre affaire. Alors c'est une structure assez simple qui ressemble à ce que vous avez à l'écran ici. C'est donc un agrégat cellulaire qui permet en fait de modéliser une partie du cerveau en développement. Autrement dit, cet organoïde imite le cerveau au stade d'un embryon humain de quelques semaines. Mais à quoi ça sert? À étudier une maladie génétique comme l'autisme par exemple. Vous avez ici des interneurones contrôle, non malades. Vous avez un comportement migratoire en saut, donc on parle de migration saltatoire. Et lorsqu'on a une mutation dans le gène qui est associée à l'autisme, en l'occurrence, on a une migration qui est beaucoup plus continue, plus en glissement, je dirais. Un trouble qui peut affecter le bon fonctionnement du cortex cérébral à terme. Dans cet autre laboratoire, les organoïdes sont aussi présents. Nous utilisons en fait les organoïdes pour essayer d'étudier quels sont les mécanismes spécifiques du développement cérébral humain, que ce soit dans des conditions normales. Par exemple, on essaie de comprendre qu'est-ce qui change dans les cellules souches du cerveau en développement et qui font que le cerveau humain est de plus grande taille, et aussi dans des conditions pathologiques. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on utilise des cellules de patients qui sont atteints de microcéphalie, donc dont le cerveau est trop petit. Les organoïdes permettent donc de modéliser des maladies. Pour cultiver un organoïde, ces chercheurs utilisent des cellules souches humaines. Voilà les cellules souches pluripotentes. On les met dans un milieu de culture. Elles deviennent des cellules neurales qui flottent entre 2 os et qui, à mesure que les jours progressent, augmentent en taille et en différenciation.
Cette technique permet de créer des organoïdes d'intestin, de foie, de poumons, de cerveau, d'estomac et même d'oreilles. L'avantage énorme, c'est qu'il s'agit d'organoïdes à partir de cellules humaines. Et donc, ça permet directement d'étudier les surdités d'origine génétique à partir du matériel de personnes sourdes. Mais à la différence d'une oreille réelle, cet organoïde ne peut pas entendre, car il n'est pas connecté à un corps. Il n'empêche. On se rapproche de l'homme en utilisant des cellules humaines, et deuxièmement, on économise éventuellement des animaux de laboratoire qui étaient utilisés de manière plus importante au préalable. Mais pourrait-on un jour créer des organoïdes qui remplacent des organes défaillants? Là, nous sommes encore dans la science-fiction pure. Et on continue à parler de ces organoïdes avec vous, Gwenaëlle. Gwen, ils peuvent aussi prendre la forme de tumeurs. L'idée est de soigner les cancers de la manière la plus efficace possible. Oui, certains les appellent même tumoroïdes. Alors le principe est identique. En laboratoire, on cultive des répliques de tumeurs sur base de prélèvements de cellules cancéreuses chez un patient. Ces cellules, elles vont se reproduire pour former des mini-tumeurs qui se mesurent en micromètres, donc 10 fois moins qu'un millimètre. Et l'objectif, c'est de pouvoir mesurer l'efficacité de toute une série de médicaments dans des dosages différents directement sur la tumeur afin de déterminer quel est le médicament le plus efficace pour le traitement. Tout cela en tenant compte aussi de l'âge du patient et de son historique. Et des tests qu'on ne peut pas réaliser directement sur le patient. Non, en effet, ce serait une perte de temps beaucoup trop importante, sans parler des effets indésirables et des essais inutiles. Et puis d'un point de vue financier, ça permet aussi d'éviter d'administrer certains médicaments qui ne sont pas forcément efficaces et qui pourtant ont un coût très important. Alors ce processus en laboratoire, il prend environ 6 semaines entre le moment où on va prélever les cellules chez le patient et les résultats d'analyse du laboratoire. Et cette façon de traiter les patients est déjà possible aujourd'hui ? Alors ça arrive progressivement. Il y a un institut de lutte contre le cancer français qui est en plein essai clinique en ce moment, donc sur des patients qui souffrent de cancer digestif et qui sont déjà passés par plusieurs séries de traitements classiques. Le but de cet essai, c'est de pouvoir montrer si les résultats obtenus en laboratoire sont les mêmes que ceux obtenus directement sur les patients. Et alors l'équipe de médecins qui travaille sur cet essai explique qu'ils ont parfois des surprises avec des médicaments qui a priori ne semblent pas du tout adaptés et qui montrent une certaine efficacité, ou bien avec certains traitements qui avaient été abandonnés chez certains patients parce qu'ils ne montraient plus de résultats sur la tumeur, et puis après un certain temps, ils se montrent à nouveau efficaces. Eh bien, on croise les doigts, pourquoi pas, pour l'avenir. Merci Gwen pour toutes ces explications en plateau. Voici un exercice olfactif à présent. Essayez d'apprécier la beauté d'une fleur en s'abstenant de sentir son odeur nauséabonde. Ça se passe au jardin botanique de Meysse. L'arôme titan, une fleur rare. Sa floraison est éphémère et elle atteint une hauteur record cette année, mais elle a toujours une odeur de viande avariée. Reportage de Lucie Dendoven. Le jardin botanique de Meysse abrite des arômes tels que nous les voyons d'ordinaire pousser dans notre jardin. Mais ici, certaines espèces sont prises de gigantisme. Alors, au beau milieu d'une serre tropicale, voici l'arôme titan. Il n'est pas seulement impressionnant par sa taille, 2,55 m, il est aussi pour son odeur. Poisson pourri, cadavre en décomposition. Et j'ai senti l'odeur en fait à l'entrée. Et ça sent, oui, vraiment comme une odeur de viande avariée, je dirais, mais c'est léger. S'il dégage cette odeur, c'est pour être pollinisé en fait. Elle fonctionne en attirant les insectes. Pour la pollinisation, elle les attire par une odeur. Et en fait, les insectes sont attirés et trop heureux de la polliniser. L'arôme titan est aussi la plus grande fleur du monde. Romain est conscient de la rareté de ce spectacle. Et dire que cette plante ne fleurit que 2 jours, pour un spectacle magnifique, ça en vaut la peine. Elle provient des forêts tropicales de Sumatra, de plus en plus menacées par la déforestation. La plante ne fleurit pas longtemps, alors ne tardez pas si vous voulez la voir. Oui, la voir, donc la sentir. C'est là-dessus que se referme ce journal. Tout de suite, Daniela Prepeliuk vous rejoint pour la météo, classe ensuite à votre magazine Chien et Chat sans collier. Et moi, je vous dis à bientôt.